commence l'enregistrement. Donc voilà, donc ça c'est donc ma forme forte. Et puis derrière, eh bien, on me demande de le mettre sous forme faible. Alors il y a une personne qui a son micro d'ouvert et qui est en train de frotter son bureau. Du coup, on entend tout. Voilà. C'est bon, il a coupé son micro. Donc la mise sous forme faible de ce problème, la première chose à faire, c'est de définir un espace vectoriel. Donc on va définir V0, qui est l'espace vectoriel des fonctions V qui sont de type H1. Donc je vous rappelle H1, c'est-à-dire qu'elles sont à carré sommable et leur dérivée est aussi à carré sommable. Mais celle-ci, il faut qu'elle respecte les conditions de Dirichlet. Donc il faut au moins que V de 0 égale à 0. En mécanique des solides, on dit qu'il faudrait que ça soit cinématiquement admissible. Respecter les conditions de Dirichlet, ça veut dire, c'est complètement équivalent, ça veut dire cinématiquement admissible. Là, encore une fois, c'est simplement pour que vous puissiez faire les passerelles entre les différentes matières. Donc, une fois qu'on a ça, eh bien, il suffit de multiplier par ce qu'on appelle ce champ test. Donc, en mécanique des solides, on va parler de champ virtuel. Vous allez aussi parler de champ virtuel en mécanique des milieux, en mécanique générale. Donc ça, vous l'avez peut-être déjà vu. Donc, quel que soit ce champ test V ou ce champ fictif ou virtuel, eh bien, on a en fait, eh bien, notre forme forte qu'on multiplie donc par ce champ test de part et d'autre. Eh bien, ça doit être égal à f de x, v de x. Bon, je vais faire un peu un mixage parce que j'ai pas mis de x sur les fonctions u et j'en ai mis sur les fonctions v. Je crois que je vais arrêter de les mettre. Ça permettra de sauvegarder un petit peu de craie. Alors ensuite, on intègre. Alors, si on veut intégrer cette chose-là, bien, il suffit de tout répéter. Donc, c'est l'intégrale de 0 à 1 de alpha u' v plus cuv égale fv, mais bien sûr, je fais l'intégrale de 0 à 1 de cette quantité-là. Donc, la première chose que je vais faire, c'est que cette chose-là, que je vais nommer... Oui. Dans l'ensemble V0 que vous avez défini, pourquoi vous mettez V0 égale 0, mais pas les autres conditions qui sont dans le problème? Alors, parce que les conditions de Neumann, on ne va pas les retrouver ici. On va les retrouver dans la formulation faible elle-même. C'est toujours comme ça, en fait. Hein. Les conditions de Dirichlet, elles sont liées à l'espace vectoriel des solutions ou des champs tests. Voilà. Et les conditions de Neumann, par contre, effectivement, elles sont à l'intérieur de la formulation. On ne les a pas encore vues apparaître là. Okay. Est-ce que ça répond à ta question? Oui, merci. D'accord. Donc là, on va faire une intégration par partie de A. Donc, je vous le remets juste une fois. Donc, si vous intégrez 0,1 à'(b), ben, en fait, c'est la primitive de A, B entre 0 et 1, moins l'intégrale entre 0 et 1 de A, B'. OK. Donc là, j'ai mon terme A donc, qui vaut alpha x u'. Ça, c'est A' plutôt. Voilà, donc ça, c'est ce que je vais appeler A'. Et ça, c'est ce que je vais appeler B. Voilà. Donc, enfin, c'est ce que j'appelle B dans ma formule ici. Donc, si j'intègre ça, eh bien, A, ça va être égal à moins alpha u'v entre 0 et 1, plus l'intégrale entre 0 et 1 de alpha u'v', et ça va être égal à la même chose que tout à l'heure, hein, c'est-à-dire, non, pardon, ça va être égal, si je regarde bien, ça doit être égal à, alors ça va juste en fait faire le dernier terme. Alors pourquoi ça fait juste le dernier terme? Eh bien, ce terme-là, en fait, si vous le regardez d'un peu plus près, Ah, oh putain, les conditions linéaires de Dirichlet. Mathieu, ton micro il est ouvert.
tu as laissé une petite trace sur YouTube pour la prochaine fois. Donc du coup, ici, si on regarde bien, donc on a U' de 1 qui est égal à 0, et comme on a V qui appartient à V0, on a V de 0 qui est égal à 0. Donc en fait, ce terme-là, là, il vaut 0. C'est pour ça qu'il nous reste plus que l'intégrale de alpha U' V'. Donc du coup, cette équation-là, la 1, là, celle-ci va devenir directement l'intégrale de 0 à 1 de alpha U' V' plus C UV. Voilà, donc ça c'est une intégrale en fait sur dx. Je ne l'ai jamais mis, mais je le rajoute ici pour que vous le voyez bien, de f v dx. Donc ça, c'est effectivement ma forme faible. Maintenant, grâce à l'axe-minigramme, je peux poser que, donc là cette fois-ci, on pose que A de UV c'est égal à cette intégrale-là, c'est-à-dire l'intégrale de 0 à 1 de alpha U' V' plus C UV. Et je vais poser également que L de V, c'est l'intégrale de 0 à 1 de f v dx. Donc du coup, mon problème en formulation faible, donc le problème initial que j'avais en formulation forte, devient en formulation faible. Je vais définir en fait mon espace de solution K. Donc K en fait c'est U qui est élément de H1 sur le domaine 0, 1, tel que U de 0 égale 0. Je vous rappelle que V, en fait c'est un cas un peu particulier, hein. Donc ça c'est un cas particulier de l'exercice. Ici en fait on a K qui est égal à V0. C'est pas toujours le cas, hein, mais ici on a K qui est égal à 0. Et donc mon problème revient à trouver U élément de K, tel que, quel que soit V, élément de V0, on est A de UV égale L de V. Voilà, donc ma formulation faible, c'est ça, avec la définition donc de A et LV juste au-dessus. J'ai fini de répondre à cette question-là. Est-ce que vous avez des questions? Personne ne lève la main, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de questions. Donc nous allons passer maintenant à la coercivité de cette forme linéaire, donc AUV. Alors, pour trouver donc pour savoir si cette forme est coercive ou pas, donc ou elliptique ou pas, c'est ce qu'on appelle l'ellipticité, eh bien, on va regarder ce qui se passe, quel que soit U, élément de V0, on va regarder ce qui se passe avec A de UU. Donc, on calcule A de UU, c'est l'intégrale de 0 à 1 de alpha U' carré, du coup, plus CU carré. Donc, on va remanier un tout petit peu ça. Ça, c'est l'intégrale de 0 à 1. On peut sortir le C puisque ici, ça c'est constant de U carré, voilà, plus l'intégrale de 0 à 1 de alpha U' carré. Donc, si vous regardez bien, en fait, ce que j'ai écrit là, ça c'est C fois la norme de U carré, mais au sens L2. Voilà, plus l'intégrale de 0 à 1 de alpha U' carré ici. Voilà. Donc la première chose qu'il faut regarder, c'est que on nous avait donné une hypothèse qui est importante ici, c'est que quel que soit x, alpha de x est toujours supérieur à un réel qui s'appelle gamma. Donc ça veut dire que cette partie-là,
cette intégrale de 0,1 de alpha u' carré, eh bien, elle va en réalité toujours être strictement supérieure du coup à gamma fois l'intégrale de u' carré dx. Donc ça va entraîner, puisque cette intégrale-là, c'est la même chose que gamma fois la norme de u' au carré au sens L2. Alors je ne le mets pas, mais c'est au sens L2 sur le domaine 0,1, bien sûr. Donc, eh bien, mon A de UU va être toujours supérieur ou égal à C, je suis en train de reprendre ce que j'écris là, CU carré, la norme de U carré au sens L2, plus gamma de la norme de U' au sens L2, L carré. Et je vous rappelle que ici, je dois vérifier donc cette coercivité sur V0, certes, mais en réalité, V0, en fait, c'est un sous-ensemble de H1. Donc ici, la norme qui m'intéresse, c'est pas L2, mais c'est H1. Donc une fois que j'ai cette relation-là, eh bien, tout va dépendre en fait de comment se comporte ma constante C. Ça va dépendre du signe, de savoir si elle est égale à 0 ou pas. Donc ça, c'est un résultat très important qui est ici, parce qu'à chaque fois, en fait, je vais repartir de ce résultat pour résoudre mon problème. Donc, étant donné que je dois regarder si ce A de UU est supérieur en fait à un scalaire fois la norme au sens H1 de U au carré, eh bien, du coup, je vais distinguer trois cas. Le premier cas, on va regarder si C est positif. C'est le cas un petit peu le plus facile. Alors, je continue. Alors, si C est positif, donc je repars directement de cette équation-là. Eh bien, c'est immédiat en fait, parce qu'il suffit que je prenne le minimum entre C et gamma. Donc, je prends cette valeur minimum, et du coup, je peux écrire que A de UU est en fait supérieur ou égal au minimum entre C et gamma, tout bêtement, fois U, alors je vais le mettre complètement, je mets entre parenthèses, carré au sens L2, plus la norme de U' au carré au sens L2. Et ça, vous reconnaissez qu'en réalité, c'est la norme au carré de U au sens H1. Donc, j'ai montré que dans ce cas-là, A de UU est toujours, quel que soit U, hein, c'est vraiment important le quel que soit U, élément de V là, eh bien, ce A de UU, il est toujours supérieur ou égal à une valeur qui est le minimum entre C et gamma fois la norme de U carré au sens H1. Donc, du coup, si C est positif, strictement positif, eh bien, A est toujours elliptique. Aucun problème. Donc ça répond à la question. Ok. Donc maintenant, Monsieur, oui, pourquoi on prend le minimum? c'est la définition de l'ellipticité. Ah, pardon, pourquoi on prend le minimum? Ah, parce que je dois mettre en facteur, ça se passe ici en fait. Je dois mettre en facteur, tu vois, deux chiffres qui sont différents là, C et gamma. Oui. Donc, comme je respecte ici le supérieur ou égal, si je prends le minimum de ces deux chiffres, supposons que ce soit C le plus petit, eh bien, tu vois que si je remplace le gamma par C, c'est pareil. Je vais encore respecter A de U supérieur ou égal à C fois U au carré selon L2 plus C fois U' au carré selon L2. Tu es d'accord? Oui. Et si c'est gamma qui est plus petit, eh bien, je vais pouvoir mettre en facteur gamma et mon inégalité sera toujours vraie. En fait, ça vient du fait que j'ai des inégalités et pas des égalités. Donc, quand je veux factoriser, comme je suis en train de factoriser un élément qui est plus petit qu'un autre, ben, je peux prendre le minimum de mes deux facteurs pour pouvoir faire une factorisation. Ça répond à la question?
Oui, merci. D'accord. Alors ensuite, autre point, donc on va considérer maintenant que C, par exemple, égale 0. Alors, si C égale 0, à ce moment-là, eh bien, on va repartir tout simplement de ce qu'on avait au début, sauf que on va supprimer, donc dans l'équation 2, là, on va supprimer le terme en C, tout simplement. Donc, en fait, il ne nous reste plus que A de UU supérieur ou égal à gamma norme de U' au carré L2. Et donc ça, eh bien, je vous avais dit qu'on va faire quelque chose qu'on fait assez souvent, c'est-à-dire que on va utiliser l'inégalité de Poincaré, et en même temps, on va aussi utiliser une petite astuce qui consiste à dire que gamma U' carré, on va le séparer en la somme de gamma sur 2 U' carré plus gamma sur 2 U' carré. Donc, si vous voulez, je peux vous remettre la petite astuce ici. Hein. Donc, on va dire que gamma U' carré au sens L2, c'est 1 demi de gamma U' carré au sens L2 plus 1 demi de gamma U' carré au sens L2. Et donc, grâce à ça, plus l'inégalité de Poincaré, qui va intervenir maintenant, donc ça on l'a déjà vu la dernière fois, donc c'est la même chose, eh bien on va pouvoir écrire que ça c'est égal à gamma sur 2D, norme de U carré L2, moins 1 demi de U carré de 0. Dans l'inégalité, j'ai choisi de prendre la borne en 0 et pas la borne en 1 fois gamma, et plus eh bien, mon gamma sur 2, U' carré au sens L2. Voilà. Donc, grâce à ça, eh bien, je m'aperçois que ce terme-là, donc celui-là, il est toujours égal à 0. Ça vient du fait que U donc, respecte mes conditions limites de Dirichlet. Donc, du coup, quel que soit U, élément donc de V0, tout à l'heure, je ne sais pas si je ne me suis pas trompé. Oui, j'avais oublié le V0 là. Voilà. Eh bien, quel que soit U élément de V0, je peux mettre en facteur, en fait, du coup, ce terme-là et celui-ci. Je vais avoir A de UU qui va être supérieur ou égal. Alors, pour la mise en facteur, eh bien, je vais prendre le minimum entre quoi et quoi. Alors, je vais factoriser par gamma sur 2. Donc, ça, on le sort. Voilà. Et je vais prendre le minimum, du coup, entre 1 sur D et 1. Donc, je dois prendre le minimum entre 1 sur D et 1. J'ai perdu ce que je cherche. Voilà. Et je factorise ça par, eh bien, j'ai factorisé, pardon, et ça me donne multiplié par U carré au sens L2 plus U' carré au sens L2. Donc, ça revient à A de UU supérieur ou égal à gamma sur 2 minimum de 1 sur D, entre 1 sur D et 1, de tout simplement la norme de U au carré, mais cette fois-ci au sens H1. Voilà. Et donc là, encore une fois, j'ai trouvé que si C égale 0, eh bien, je suis toujours elliptique. Ouh là 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 là. Donc jusqu'à présent, on va dire que tout se passe plutôt bien. Je vous rappelle, hein, les seules petites astuces qu'on met en place, c'est que pour pouvoir faire apparaître, en fait, pour pouvoir utiliser correctement l'inégalité de Poincaré, on va faire apparaître 2 fois en fait des termes en U' carré, en norme de U' carré. Donc ça, c'est l'astuce qui est là, hein. De façon à pouvoir faire apparaître ces termes pour faire apparaître finalement en fait la norme H1. Parce que sinon, on ne pourrait pas la faire apparaître. Donc c'est comme ça qu'on s'en sort et c'est comme ça qu'on peut montrer que dans ce cas-là, donc le problème est elliptique.
Alors, on arrive au cas un petit peu plus difficile. Donc, le cas C, cette fois-ci, c'est si la variable C, en fait, est négative. Alors, si la variable C est négative, ce que je vous propose, alors je crois que j'ai déjà appelé, non, c'est bon. Je propose en fait, parce que je vais en avoir besoin, toute cette inéquation-là, bah si en fait je l'ai appelée étoile, là, je vais repartir en fait de cette inéquation-là, qui est là, voilà, donc j'ai appelé étoile, là. Donc je vais repartir d'elle, parce que c'est pas la peine que je redéveloppe tout, donc on repart simplement de cette relation-là. Et donc qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ce qui va se passer, c'est que si dans cette inéquation, j'ajoute en fait un terme qui est toujours négatif, bah, du coup, mon inéquation sera encore vraie. Donc, je vais écrire que A de UU est supérieur ou égal à gamma sur 2D. Ça ne change pas. Norme de U au carré selon L2, plus gamma sur 2, norme de U' au carré au sens de L2. Voilà. Et c'est là, en fait, où j'ajoute un terme négatif, hein, puisqu'en fait, C est négatif, et je choisis d'ajouter ce terme-là. Vous voyez? Ça, en fait, cet ajout de ce terme négatif, il ne change pas mon inégalité. Donc, mon inégalité, pardon, reste toujours vraie. Donc, du coup, alors là, je ne peux pas faire comme d'habitude, hein, je ne peux pas prendre le minimum entre, vous voyez, ça serait pratique, hein, je pourrais factoriser ça, bah, d'ailleurs on va le faire, hein, et puis après je pourrais prendre le minimum comme on fait d'habitude, mais là je ne vais pas pouvoir le faire. Alors je me suis trompé, c'est A de UU, donc A de UU, je vais factoriser donc par U carré, la norme de U carré, donc ça veut dire que derrière, il va me rester, hop, 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 va être supérieur ou égal à gamma sur 2D plus C, norme de U au carré, L2, plus gamma sur 2, norme de U' au carré, L2. Donc si j'étais dans un cas tout à fait classique, je prendrais en fait le minimum de cette chose-là ou celle-là. Voilà. Donc je vais le faire, hein, mais sauf que je vais avoir un petit problème. Donc je vais prendre le minimum entre gamma sur 2D plus C et gamma sur 2 pour pouvoir mettre en facteur, hein. Et là, vous retrouvez, alors je ne le réécris pas, mais ça, en fait, vous retrouvez la norme de U au carré, mais cette fois-ci au sens H1. Donc ça, c'est juste, mais attention, il faut que ce terme-là, pour que ça soit juste, il faut qu'il soit positif, ce terme-là. Parce que s'il n'est pas positif, ça ne fonctionne plus. Donc, en conclusion, il y a ellipticité uniquement si gamma sur 2D plus C est strictement supérieur à 0. Alors, il ne peut pas y avoir ellipticité si vous avez gamma sur 2D plus C égale 0, hein, parce que là, vous ne respectez plus en fait les conditions d'ellipticité, donc votre forme bilinéaire A n'est plus coercive. Donc voilà, donc là, l'ellipticité finalement, dans ce cas-là, elle est conditionnelle. Donc l'ellipticité, dans ce cas-là, est conditionnelle, et donc du coup, il faut faire très très attention. Ok, donc j'ai balayé les 3 cas possibles pour la valeur de C. Et qu'est-ce qu'on vous disait? Bah, c'était ça, en fait, dites quand ce problème est elliptique. Donc on a tout balayé, on peut continuer les questions suivantes. Sauf s'il y a des questions. Alors juste pour être... Oui, juste, Oui, je t'écoute.
Ouais, pour l'histoire du minimum, j'ai pas très bien compris l'histoire du supérieur ou égal et il faut que ça soit minimum. Enfin, faut que ça soit le minimum des deux constantes. D'accord. Donc, en fait, ce que tu n'as pas compris, c'est l'histoire de pourquoi je factorise par le minimum, c'est ça? Ouais, c'est ça. D'accord. Pourquoi Bon, c'est bah, pas le max? ah, pourquoi c'est pas le masque? Eh ben, parce que ce qu'on cherche, c'est à montrer qu'on est plus petit que on est plus petit que A de UU, en fait. Si on cherchait à montrer qu'on était plus grand que A de U, on prendrait le max, mais tandis que là, on cherche à montrer qu'on est plus petit que A de UU. D'accord. Donc, voilà, donc c'est pour ça qu'on prend le minimum, en fait, pour factoriser. Ok. Ça va? Monsieur, Oui? moi, c'est pourquoi le terme doit être positif? J'ai pas compris. Excuse-moi, je n'ai pas bien compris ta question. Le terme gamma sur 2D plus C, on a dit qu'on est obligé que ça soit positif. Ah non, c'est pas gamma sur 2D, c'est gamma sur 2D plus C qui doit être positif. Parce que, tu vois, s'il était négatif, bah, du coup, ça serait toujours lui le minimum, puisque gamma, lui, il est positif. Tu es OK? Ah oui, Et donc, on aura. du coup, ça aurait plus de sens parce que du coup, je montrerai que A de UU est strictement supérieur à un nombre négatif fois la norme de U carré H1. Et là, ça, c'est pas la définition de l'ellipticité. Ok. Ça va? Ça répond à ta Oui, question? oui, D'ac- merci. Monsieur, D'accord. Oui, est-ce que vous pouvez aller un tout petit peu moins vite, s'il vous plaît? je peux. Je Merci peux. beaucoup. N'hésitez pas, il y a des petites icônes en bas. La petite icône grise, là, quand vous l'activez, ça veut dire qu'il faut que je ralentisse. Et moi, si je vois par exemple que 50% du groupe là me dit qu'il faut ralentir, bah du coup, je vais ralentir. C'est cette petite icône qui est là, vous voyez? Donc là, vous l'activez pas, mais si vous trouvez que je vais trop vite, eh bien, vous cliquez dessus. Et si vous trouvez que vous vous embêtez très sérieusement parce que je vais passer vite, vous cliquez sur l'icône bleue là, plusieurs fois là. Voilà. Et donc, du coup, je pourrais aller beaucoup plus vite. Allez, on y va. Et là, on va répondre à la question 3. Il faut montrer l'équivalence entre la forme faible et la forme forte. Alors, cette équivalence, en fait, alors en plus, on vous dit qu'elle est dans certaines conditions. On vous donne un lemme, en fait, supplémentaire. On vous dit si f est élément de L2, donc fonction à carré sommable, et qui vérifie l'intégrale de fv égale 0, quel que soit v, eh bien, on peut considérer, dans le cas où v de a égale v de b égale 0, alors on peut considérer que la fonction f est nulle presque partout. Alors ça, vous le gardez en tête parce qu'effectivement, on va en avoir besoin. Donc, on va commencer dans le sens le plus facile. Le sens le plus facile, c'est de montrer en partant de U, solution du problème fort. Donc, premièrement, si U, notre fonction, est solution de la forme forte. Donc ça, c'est le premier point. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que déjà, U est élément de K, de l'ensemble des solutions, et que quelle que soit ma variable X, peu importe où je suis, eh bien, je dois avoir alpha de U' prime plus C de U doit être égal à F. Voilà, donc ça, c'est ma forme forte. Ma condition de Dirichlet, elle est ici. Voilà, et puis, bien sûr, je dois rajouter à côté, puisque c'est la particularité de la forme forte, donc je dois rajouter effectivement ma condition de Neumann, donc j'ai aussi U' de 1 qui doit être égal à 0. OK, donc une fois que j'ai ça, eh bien, je peux écrire que quel que soit V, élément de V0, eh bien, j'intègre en fait cette chose-là, donc c'est l'intégrale de 0 à 1 de moins alpha U' prime plus CU moins F, j'ai fait passer le F de l'autre côté, le tout multiplié par un champ SV, eh bien ce truc-là doit être égal à 0, si je veux que ça respecte ma forme faible en fait.
Donc, il se trouve que à cause de la forme forte, et comme U est solution de mon problème, tout ce terme-là, en fait, il vaut 0. Donc 0 fois V, ça fait 0. Si j'intègre la fonction 0 de 0 à 1, ça me fait 0. Et donc, du coup, eh bien, cette chose-là, vous pouvez continuer à le développer. Vous allez retomber sur la forme faible. Donc, effectivement, vu que ça fait 0 égale 0, la forme faible est respectée. Alors ça, c'est un peu logique, hein, puisqu'en fait, pour construire la forme faible, on est parti de la forme forte. Donc forcément, quand on part de la forme forte, la forme faible est toujours respectée. Alors par contre, l'inverse est beaucoup plus compliqué à démontrer. Donc l'inverse, c'est, on va dire que U élément de V0 est solution de la forme faible. De la forme voilà, donc ça c'est notre hypothèse de départ. Donc l'hypothèse de départ qu'on avait tout à l'heure, c'était celle-là, hein. U est solution de la forme forte. Là, on part de la solution U est solution de la forme faible. Donc ça, c'est notre hypothèse de départ. Alors, on ne peut pas se contenter que de ça. Il faut aussi quand même rajouter que U doit être dérivable au moins 2 fois. Donc, il doit être de classe C2, parce que sinon, vous voyez qu'ici, on fait apparaître une dérivée seconde en fait de U. Donc, on va faire apparaître U seconde. Donc, si U seconde n'est pas C2, c'est un petit peu ennuyeux parce que, alors, on pourrait le dériver au sens des distributions, mais en général, on part plutôt avec des fonctions qui sont 2 fois continues au minimum, 2 fois dérivables au minimum. OK. Donc, elle-même et sa dérivée donc, sont continues. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh bien, alors, en fait, on a quel que soit V élément de V0. Faites attention, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que V de 0 égale 0, hein, n'oubliez pas ça. On a, alors ça c'est la forme faible, 0 à 1, l'intégrale de 0 à 1 de alpha U' V' plus C UV doit être égale à l'intégrale de 0 à 1 de F V. Voilà, ça c'est la relation que je vais appeler petit 1. Donc, autre chose, on est en train de partir de la forme faible. Et ici, en réalité, il y a un point d'interrogation, un point de danger, un point de vigilance, c'est que comme on part de cette forme faible, on ne sait pas que U' de 1 égale 0. Ça, on ne le sait pas. Donc on sait que ça respecte les conditions de Dirichlet, mais par contre, on ne sait pas que ça respecte les conditions de Neumann. Vous verrez un peu plus tard pourquoi je dis ça. Alors, on va donc repartir de cette forme-là et on va faire une intégration par partie. On va faire une intégration par partie de la première partie de cette intégrale, c'est-à-dire on va intégrer par partie alpha U', V'. Alors normalement, vu qu'on intègre par partie quelque chose qu'on a obtenu par une intégrale par partie, hein, ça devrait nous redonner effectivement le même résultat et c'est bien ce qu'on recherche. Hein. Donc ça, on va dire que ça c'est A', ça on va dire que c'est la fonction B. Et donc ça, si vous faites le calcul, vous allez trouver que c'est moins alpha U' plus la primitive alpha U' V à calculer entre 0 et 1. Donc là, si je fais le petit synopsis en bas, c'est comme si vous aviez écrit moins l'intégrale de A B', et là, c'est comme si vous aviez écrit en fait la primitive BA. C'est juste pour faire le parallèle entre les termes. Donc ça, c'est une intégration par partie. Et là, il va se passer quelque chose d'important qui est assez classique quand on veut passer de la formulation faible à la formulation forte. Il ne faut pas oublier que ce que je viens d'écrire là, c'est valable. En fait, ce que j'écris là, pardon, même 1 est valable quel que soit V. D'accord? Donc du coup,
ça, c'est aussi valable quel que soit V. Alors, ce que je vais faire, bah, je vais prendre un V particulier qui m'arrange. Et entre autres, vous voyez ce terme-là, comme je ne sais pas si, pour l'instant, si U' de 1 égale à 0, eh bien, comme c'est pris quel que soit de V, je vais faire un choix. On choisit V tel que V de 1 égale 0. C'est vraiment un choix. Hein. Je fais ce choix-là. Donc, si je fais ce choix-là, bah, du coup, hop, ce terme-là, il devient nul. Donc ça, c'est assez intéressant parce que j'avais déjà V de 0 qui est égal à 0. Hein, c'est ce que je vous avais fait remarquer quelque part, je ne sais plus où. Je ne sais plus où je vous l'ai fait remarquer. Bon, c'est pas grave, parce que en fait, V de 0 est aussi égal à 0. Donc, du coup, effectivement, ce terme-là doit être égal à 0. Donc, j'ai particularisé. Et du coup, ben, ma relation 1 que j'avais va devenir ça. Va devenir donc l'intégrale de 0 à 1 de CUV moins alpha U' prime fois V moins F fois V dx égale à 0. Et c'est là qu'on est obligé d'avoir le lemme L1. Donc le lemme L1, il nous dit que si une intégrale comme celle-là égale à 0, alors la fonction qui est sous l'intégrale, elle est nulle presque partout. Alors, donc ça veut dire que CUV moins alpha U' V moins V, eh bien cette fonction-là est nulle presque partout. C'est ce que nous dit le lemme 1. Et donc là, on peut du coup en déduire, dans ce cas-là, que eh bien, cette fonction est nulle. En fait, pardon, excusez-moi, oui, c'est ça. Donc, du coup, on peut en déduire que CU moins alpha U' est égal à F, parce que la notion de nullité dans cet espace, grâce au lemme 1, eh bien, c'est que la fonction soit nulle presque partout ou soit nulle, c'est la même chose. Donc là, à partir de là, on a un petit problème, c'est qu'on n'a pas montré, ça ressemble quand même furieusement, donc effectivement à la forme forte, hein, mais on n'a pas montré en fait que U' de 1 était égal à 0. Donc, si on reprend ce qu'on avait ici, là, sur ce terme-là, vous voyez que le but, c'était que ce terme-là s'annule, pardon. Donc, le terme alpha U' V, donc ce terme-là, donc compris entre 0 et 1, là, eh bien, il doit être nul, si on veut que ça marche, hein, quel que soit V. Là, pour arriver à nos fins, on a pris un V particulier pour montrer qu'on arrivait à la forme forte. Mais maintenant, quoi qu'il arrive, en fait, ce terme-là, là, il doit être égal, quel que soit V, il doit être nul. En fait, ce terme-là, il est égal à, bah, c'est toutes des fonctions de x, hein, donc c'est alpha 1, U' de 1, V de 1. Et donc, si on veut qu'il soit, ce terme-là soit nul, quel que soit V, alors que alpha de 1 est strictement positif, V est quelconque, eh ben, on n'a pas le choix. Il faut que U' de 1 soit égal à 0. Et là, on retrouve notre condition limite de Neumann. Donc, si on résume, comme on avait eu qui était donc déjà élément de V0, parce qu'il était solution du problème faible, ça veut dire que U de 0 égale 0.
conditions de Dirichlet qui sont à l'intérieur de l'espace vectoriel qui est là. Et on a également montré que U' de 1 égale à 0. Donc ça, c'est les conditions donc, de Neumann qui sont en dehors de la formulation faible. Et là, on voit bien hein, qu'elles sont en dehors parce qu'on est obligé en fait de les faire apparaître par un artifice pour pouvoir les retrouver. Et donc ça veut dire que U est solution du problème en formulation forte. Voilà, donc pour cet exemple particulier, il se trouve qu'il y a équivalence entre les deux formulations. Ce n'est pas toujours le cas. Vous pouvez avoir quelquefois des formulations faibles qui ne permettent pas de remonter à la formulation forte. Alors, ne me demandez pas un exemple parce que franchement, j'en ai pas à vous donner. J'ai pas assez de connaissances dans ce type d'équations différentielles. Il se trouve que moi, j'utilise des équations différentielles plutôt pour la mécanique des milieux continus et que là, effectivement, on a toujours cette équivalence. Il y a Quentin qui veut parler. Oui, excusez-moi. Du coup, c'est quand vous utilisez le lemme, Oui, normalement, il faut que ce qui est dans l'intégrale soit nul aux bornes de l'intervalle. oui. Mais comment on a que donc C UV moins enfin, comment on a ce qui est sous l'intégrale est nul quand x vaut 1? Alors, pourquoi est-ce que l'intégrale est nulle quand x vaut 1? Eh bien, parce que ici, de toute façon, on multiplie tout par v et qu'on a choisi un v particulier qui est celui-ci, là, tel que v de 1 égale 0. Donc, oui, mais donc ça veut dire qu'on choisit un v particulier pour remonter à la forme forte. Et une fois qu'on est à la forme forte, on dit notre v il est quelconque. Et là, du coup, on impose des conditions sur U'. C'est ça. C'est exactement ça. D'accord, merci. Pour être très honnête avec vous, je me bats beaucoup avec mes collègues matheux pour qu'ils essayent de me donner une explication un peu mieux et une démonstration un peu mieux à ce problème-là, mais ils me ressortent toujours celle-là, ils me disent que c'est tout à fait valable. Mais je suis un peu dans le même cas que vous, c'est-à-dire que j'ai un peu du mal à m'en convaincre. Hein. Voilà. Donc c'est effectivement comme ça qu'on fait la démonstration habituellement, mais je trouve pas ça très explicite à ce niveau-là. Mais le raisonnement, je leur fais confiance, il doit être forcément juste. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, monsieur. Oui. Dans ce qu'on a fait dans la question 1, pourquoi on n'a pas démontré un des deux sens de l'équivalence qu'on vient de démontrer là? Dans la question 1. Enfin, je comprends pas pourquoi on fait les deux sens. Il n'y a pas déjà un des deux sens de l'équivalence qu'on a déjà montré dans ce qu'on a fait à la question 1? Si, tout à fait. C'est pour ça que, en réalité, si tu regardes bien, là, mon tout début, là, ce paragraphe-là, je l'ai bâclé. Hein, parce qu'effectivement, c'est marqué forme forte automatiquement respectée. Oui, tu as tout à fait raison. Hein. Ok. Vu qu'on est parti de la forme forte pour mettre sous forme faible, en fait, on ne le fait jamais dans ce sens-là, en général, cette vérification-là. On le fait si on postule une forme faible. Et on essaye de voir si ça remonte bien une forme forte. Ok. Oui, tout à fait. Merci. Oui, il y a une main levée, je vous écoute. J'ai une question. Comment on a montré que U de 0 égale à 0? Comment on a montré que U de 0 égale à 0? Oui, c'est pour la deuxième obligation. On l'a pas montré puisqu'en fait, comme U est solution de la forme faible, U appartient à un espace vectoriel où U de 0 égale 0. Il faut que le U, dans la formulation faible, il respecte les conditions de Dirichlet. Et donc, du coup, automatiquement, il les respecte puisque tu le choisis comme ça, en fait. D'accord, merci. Voilà. Alors, je passe maintenant à la réponse à la question 4, qui est une particularité. Donc, on vous dit, vous prenez maintenant alpha constant. Donc, quel que soit x, en fait, alpha, on va le prendre égal à 1. Et vous prenez aussi f de x qui est égal à 0.
et tout ça donc quel que soit x. Donc la formulation forte, elle se réduit du coup à une équation différentielle qui est moins u seconde plus cu égale à 0. Bon, il se trouve que ça, c'est résolvable. Bon, moi, je suis nul en intégrale, hein, donc j'ai pris un logiciel de calcul formel où vous connaissez tous Wolfram Alpha, je vous en avais déjà parlé, non? Donc moi, j'utilise Wolfram Alpha, par exemple. Vous tapez Wolfram Alpha sur Google et vous pouvez très bien lui demander la solution de ce type d'équation différentielle si vous ne savez pas les résoudre directement comme moi, parce que ça fait longtemps que j'ai fait ça et j'ai complètement oublié. Et donc, si vous faites une résolution, vous allez trouver que u de x, en fait, c'est égal, alors ça va dépendre en fait de la valeur de c. Ça va dépendre de la valeur de c que vous donnez. Donc, il faut quand même que je le mette. C'est-à-dire que si par exemple vous avez c qui est négatif, à ce moment-là, u de x, vous allez trouver que ça fait k1, une constante, sinus de racine carrée, alors de moins c, parce que sinon ça ne pourrait pas le calculer donc, dans le domaine des réels, sinus x, plus k2, cosinus de racine carrée de moins c de x. Voilà. Donc, ça, c'est le premier cas. Si vous faites c égale 0, vous allez trouver que u de x est égal plutôt à, du coup, ça c'est immédiat, ça fait k1x plus k2. Vous intégrez deux fois. Voilà. Et si c est cette fois-ci strictement positif, vous allez trouver que u de x, c'est égal à k1 exponentielle de racine carrée de c. Donc, cette fois-ci, il n'y a pas de moins, ce qui est normal, plus k2 exponentielle de moins racine carrée de c de x. Voilà, donc ça, c'est les trois solutions que vous allez trouver en fonction du signe ou de l'égalité à 0 de c. Alors, ce qu'on voit ici, c'est que le seul cas, globalement, où vous allez avoir un problème, vous n'allez pas avoir unicité de la solution. Donc ici, il y a unicité de la solution pour ça et pour ça. Le seul cas où vous n'allez pas avoir unicité de la solution, c'est pour C inférieur à 0. Donc, on va regarder ce qui se passe. Alors, quand on dit unicité de la solution, c'est-à-dire que si j'utilise les conditions limites, pour les cas que j'ai notés en vert, je peux déterminer K1 et K2 sans aucun problème. D'accord? Et la solution sera unique pour K1 et K2. Donc, si la solution est unique pour K1 et K2, ça veut dire que U de X est la solution unique à mon problème. Par contre, vous allez voir que, effectivement, si je regarde le cas où C est inférieur à 0 et que j'utilise les conditions limites, eh bien, on y va. Donc, par exemple, je vais regarder, il faut que U de 0 soit égal à 0. Donc, ça fait U de 0, ça va faire donc K1 fois le sinus, ça va faire 0, plus le cosinus va être égal à 1, donc plus K2, et ça va être égal à 0. Donc, du coup, ça m'entraîne que K2 égale 0. Bon, jusque-là, tout va bien. Ensuite, je vais calculer donc ma condition limite de Neumann. Donc, U' de, U' de x déjà, je vous donne la dérivée, ça fait K1 racine carrée de moins C, facteur de cosinus de racine carrée de moins C fois x, moins K2 racine carrée de moins C sinus de racine carrée de moins C de x. J'ai démontré juste avant que K2 était nul, donc ça, en fait, ça vaut 0. Donc, maintenant que j'ai démontré ça, j'ai calculé ça, pardon, je peux calculer, cette fois-ci, U' de 1, parce que ça doit être égal à 0. Et donc, U' de 1, c'est égal à K1, racine carrée de moins C, cosinus de la racine carrée de moins C, fois 1, donc c'est tout. Et ça doit être égal à 0. OK. Eh bien, si ma constante est telle que racine carrée de moins C égale 0,
je peux en trouver une, hein, voilà, il suffit que je prenne C égale 0, enfin, pas C égale 0, mais, pardon, je dis n'importe quoi. Si je trouve, excusez-moi, je recommence. Si je trouve en fait une valeur de racine carrée de moins C qui est égale à 0 plus npi, d'accord, donc ça c'est tout à fait possible par contre, eh bien du coup, ça veut dire que, non je dis des bêtises là, c'est pas 0, pi sur 2, ça ira nettement mieux. Pour un cosinus, si je veux qu'il soit nul, et là j'ai encore oublié le cosinus. Donc si je trouve une valeur de C, telle que cosinus de racine carrée de moins C égale pi sur 2 plus npi, et bien du coup, qu'est-ce qui va se passer? Et bien en fait, ce cosinus là, il va être égal à 0. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'en fait que K1 peut être quelconque. Dans ce cas-là, vous voyez? Donc si K1 peut être quelconque, eh bien ça veut dire que j'ai pas unicité de la solution. Voilà. Donc, c'est une application simplement pour vous montrer que ce qu'on a fait pour l'ellipticité, bah, effectivement, on voit que sur un cas simple, on voit pourquoi effectivement notre forme A n'est pas elliptique, parce que effectivement, elle peut donner à plusieurs solutions. Alors attention, hein, c'est pas parce qu'elle n'est pas elliptique qu'il n'y a pas de solution. Quand elle n'est pas elliptique, cette forme A, ça veut dire qu'il y a plusieurs solutions. Hein. Ce n'est pas forcément qu'il n'y a pas de solution. Hein. Ça veut dire qu'il y a plusieurs solutions. Donc dans ce cas-là, effectivement, il n'y a pas unicité de la solution. Voilà. Donc là, j'ai terminé pour cet exemple-là. Alors, il est déjà 17 h, donc je ne vais peut-être pas avoir le temps de vous... je vais pas vous refaire ce que j'ai fait la dernière fois. Mais par contre, je poserai la vidéo de ce que j'ai fait la dernière fois, voire j'en referai une parce que du coup, j'ai remis en forme le problème encore mieux. Et je résous en fait ce problème comme on est dans le cas de l'exemple que je voulais vous montrer, c'est-à-dire l'exemple où vous avez une poutre qui est pesante sous son poids propre, donc avec la gravité qui est dans ce sens-là. Et en fait, cette poutre, elle résout, enfin, elle doit respecter, pardon, au niveau de sa forme forte, elle respecte en fait cette équation-là. Alors attendez, je vais juste vous la donner pour que, histoire que ça soit bien clair. Elle respecte en fait le module de Young fois la dérivée seconde de U plus rho G doit être égal à 0. Avec comme condition limite, U de 0 égale 0 pour Dirichlet et U' de 1 ou de L si c'est ma longueur de poutre qui est là qui fait L, ça peu importe, hein, qui doit être égal à 0. Puisqu'effectivement, je n'ai pas de contrainte en fait en bas de poutre là. Ici, en fait, j'ai 0. Et ici, là, j'ai bien en fait un déplacement U de 0 qui est égal à 0. C'est un problème 1D, donc il est vraiment très simple, ce qui veut dire que U n'est fonction que de X. Donc c'est exactement le cas que vous avez là. Donc au niveau de notre problème, si vous prenez en fait alpha qui est égal à une constante qui est égale à E, et vous avez f de f en fait de x qui est égal à une constante qui est égale à rho g, et vous prenez le cas c égale 0, donc vous vous souvenez, le cas c égale 0, c'est le cas où on est toujours elliptique, donc on n'a qu'une solution unique, et donc du coup on peut traiter ce problème-là. Et du coup, dans ce que je montrais dans la vidéo, eh bien, on peut trouver U solution grâce à 1 à la forme forte, 2 grâce à la forme faible, 3 comme en plus il se trouve que comme A, dans le cas où C égale 0, eh bien C est symétrique. Vous pourrez vérifier. Eh bien, dans ce cas-là, comme C est symétrique, eh bien, du coup, je peux utiliser
la forme variationnelle. Alors, est-ce que vous connaissez tous le terme forme variationnelle? Mettez-moi un petit oui, un petit non, Non. si vous connaissez. Mettez-moi un petit oui ou non directement sur Zoom, c'est plus simple que la parole. Alors, ce qu'on appelle la forme variationnelle, en fait, vous le connaissez, mais vous ne connaissez peut-être pas le nom. Dans le cas où A est symétrique, et elliptique, hein, bien sûr, hein, ça s'entend parce que sinon, je n'ai pas unicité de la solution. Donc, je peux le remettre. Hein. Eh bien, la forme variationnelle, c'est on va construire une fonctionnelle J de VV qui est égale à 1 demi de A de VV. Ça, c'est en trop. Voilà, moins L de V. Donc ça, c'est le A, la forme bilinéaire de la formulation faible, et L, c'est le second membre de la formulation faible. Eh bien, en fait, si on trouve V tel que on minimise en fait J de VV, alors le V, c'est la solution unique. Alors bien sûr, il faut bien sûr que V soit élément de V0, hein, donc qui respecte les conditions de Dirichlet, hein, bien sûr. Donc ça, c'est une obligation. Et V0, donc je vous rappelle, hein, c'est votre fonction doit respecter les conditions de Dirichlet et appartenir à H1. Voilà, donc si vous faites ça, eh bien, vous pouvez résoudre votre problème, et c'est ce qu'on appelle la forme variationnelle. Donc, vous l'avez appelé comment cette forme en cours? Cette forme de résolution? Donc, on vous a certainement bien parlé de forme forte, forme faible, et l'autre forme, on vous a dit quoi en cours? Vous pouvez prendre la parole, allez-y. On vous a rien dit en cours? En fait, on nous a juste parlé de points de minimisation, hein, et pas de forme en tant que telle. Alors, ça, c'est dans votre poly, normalement. Vous prenez votre poly, je sais pas, j'ai pas regardé avant. Est-ce que quelqu'un à la page vous s'est marqué cette chose-là? 51. 51, merci. C'est 51, voilà. La forme, voilà, c'est marqué proposition. La forme bilinéaire A et la forme linéaire L, définiment vérifie les hypothèses du théorème machin, l'axe 1000 grammes. Le problème en formulation faible admet une seule solution sur V0. De plus, si A est symétrique, la solution est le minimum sur V0 de J. OK. Effectivement, on vous a pas dit que c'était une forme variationnelle, ou on vous a juste dit, bah, il suffit de prendre le minimum de cette fonctionnelle. Donc, on ne vous l'a pas vraiment nommé. Donc, c'était normal, effectivement. Merci pour votre retour à tous. Ça marche. Est-ce que... Alors, autre chose, je mettrai aussi, comme d'habitude, à disposition des fichiers Maple, alors qui sont, pour ce problème-là de mécanique, très intéressants. Pourquoi? Parce que je reprends, en fait, tout ce que vous avez vu depuis le début en MMEF. C'est-à-dire que je vais vous montrer le problème en formulation donc forte, le problème de mécanique des milieux continus, avec tout l'aspect algèbre tensoriel, puisque la mécanique des milieux continus utilise beaucoup de notation tensorielle. Donc là, vous allez voir tout l'aspect algèbre tensoriel et analyse tensorielle que vous avez fait en mécanique des solides et en MMEF. Ensuite, je résous le problème non seulement avec ces trois façons différentes que je viens d'énoncer là, mais en plus, étant donné que je ne peux pas trouver directement la solution exacte, eh bien, je vais m'appuyer sur la projection dans des bases de fonctions. Et je vais le faire avec deux bases de fonctions distinctes, une base de Fourier et une base libre polynomiale 1, x, x2 par exemple. Voilà. Donc vous allez avoir vraiment la totalité de ce que vous avez appris en fait en MMEF avant la partie éléments finis, qui en réalité est exactement la même chose, hein, puisqu'en fait, quand on fait la résolution éléments finis, on va aussi chercher à résoudre un système du style A, U égale un second terme. Donc c'est la forme linéaire fois notre inconnu est égal à un second terme. On va utiliser la formulation faible, ou vous avez des codes qui utilisent soit la formulation faible, qui est ici, soit la formulation variationnelle, donc qui cherche un minimum pour trouver la solution.
Par contre, ils utilisent rarement la formulation forte parce que la plupart du temps, c'est trop compliqué. Et donc, du coup, eh bien là, vous allez avoir en fait tout le déroulé de la résolution d'un problème simple. Et j'ai même des petites courbes qui vous montrent que la forme qu'on trouve est bien elliptique. Donc, ça va pouvoir vous imager en fait ce que c'est que l'ellipticité de A. En fait, elle est très très simple, hein, l'ellipticité de A, c'est ça. Hein. C'est pas très compliqué. Si vous tracez en fait A de UU ici en fonction de la norme de U, tout simplement, eh bien, cette courbe, elle fait ça. En fait, cette courbe, elle est parabolique. Elle est parabolique. Bon, par contre, elle a des valeurs données. Et eh bien, lorsque vous allez tracer, cette fois-ci, par contre, alpha U, norme de U au carré, voilà, ça c'est la courbe alpha, norme de U au carré, eh bien, vous allez trouver qu'effectivement, alors c'est la norme au sens H1, hein, bien sûr, eh bien, vous allez trouver qu'il existe toujours un réel, dans ce cas présent, hein, dans le problème qu'on est en train de traiter, excusez-moi, vous allez trouver qu'il y a toujours un réel qui permet de montrer que A de U est supérieur à alpha U carré. Donc on peut en fait tracer les courbes pour pouvoir le visionner. Ok, je vais maintenant donc changer de sujet et passer à la feuille de TD numéro 5, si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Alors, feuille de TD 5. Monsieur, excusez-moi, je peux juste vous poser une petite question avant qu'on passe aux feuilles de TD5? J'écoute. Est-ce que si la forme binaire est coercive, alors ça implique forcément qu'elle est continue? Alors ça, je ne saurais pas répondre, mais je crois que oui. Je crois que oui, elle est forcément continue parce que ça doit tomber. Ça, je l'ai vu dans le poly à un moment donné, effectivement. Ah bon, bah, je vais regarder dans le poly, alors merci. Donc, je pense qu'elle est forcément continue, ouais, effectivement. Je l'ai vérifié juste expérimentalement, hein, là, ce que je suis en train de te raconter. Effectivement, quand je trace, par exemple, A de UU, effectivement, je vois que la forme est continue. Mais parce qu'en fait, c'est une parabole en fait que tu trouves hein, dans les cas simples. Donc du coup, effectivement, c'est quelque chose de continu. Mais c'est pas une démonstration, hein, donc il vaut mieux aller regarder effectivement ce qui a été mis dans le poly. D'accord, merci. Ok, donc on va peut-être pas écrire en bleu tout le long parce que ça va faire mal aux yeux. Donc ici, on est sur la feuille 5. Et le problème, c'est l'exercice numéro 1. L'exercice numéro 1, il vous demande de considérer U, c'est un champ scalaire. Donc on n'est plus en train de parler donc effectivement de fonctions forcément, ou avant ça aurait pu être autre chose, ça aurait pu être des tenseurs d'ordre 1, d'ordre 2, mais là c'est un tenseur scalaire. Et ce champ scalaire, en fait, il vérifie moins 6 la dérivée seconde de U par rapport à x1 carré, moins 4 fois la dérivée seconde de U par rapport à x2 carré est égal à f de x1, x2. Voilà. Et on est sur un domaine, alors on est en 2 dimensions cette fois-ci, puisque notre domaine, en fait, c'est oméga qui est 0, 1, croix 0, 1. Donc on est sur un domaine carré, hein, et on est dans R2, donc à chaque fois, donc ça veut dire que là, ici, on est en train de se balader dans un espace à 2 dimensions. Bon, le f de x1, x2, c'est quelque chose qui est donné. Alors, cette chose-là, cette équation différentielle, c'est par exemple l'équation de la chaleur. Et le f de x1, x2, ça pourrait être effectivement une température donnée d'un état stationnaire. Et on cherche à savoir, en fait, comment le champ scalaire U, qui serait dans ce cas-là la température en tout point d'une plaque, eh bien, comment est-ce qu'il serait réparti de manière stationnaire si on avait quelque chose qui chauffait de manière continue à un endroit, toujours avec la même température. Voilà.
Donc l'idée, c'est ça. La première question, on vous dit, mettez en place, qu'est-ce qu'on vous dit en fait sur la première question? Mettez le problème, non, je suis pas en train de dire le bon énoncé, je me disais, c'est vraiment bizarre. Mettez l'équation sous la forme, c'est pas l'exercice. Vous auriez dû me corriger en fait. Ça, c'était l'année dernière en fait que c'est la feuille 5. Hein. C'est toujours là, on est toujours sur la même feuille en fait. Hein. Et c'est l'exercice 3. J'ai l'impression que vous faiblissez, hein, comme moi là. Donc, effectivement, c'est toujours la feuille de TD4, mais on est dans l'exercice 3. Désolé, c'est parce que ma correction, c'est celle que j'ai faite l'année dernière et c'était pas le même ordre des exercices. Alors, donc ici, cette équation-là, la première chose, on va vous demander de la mettre sous la forme divergence de C, C étant en fait une matrice, ça pourrait être aussi un tenseur d'ordre 2 en fait, gradient de U égale f de x. Alors on va faire l'inverse, moi je vous propose de partir à l'inverse, c'est-à-dire qu'on va calculer la divergence de C, alors je l'écris à la forme que vous avez plutôt l'habitude de voir en mécanique des solides, gradient, pardon, U c'est un champ scalaire, gradient de U, donc du coup ça c'est le produit une fois contracté fois un vecteur. Et donc si je l'écris sous forme de composante, en fait, c'est la divergence de CIJ gradient de UJ. Bon, jusque-là, tout va bien. Donc je vous rappelle, hein, tout petit rappel, la divergence d'un vecteur, c'est la dérivée de ses composantes par rapport aux coordonnées du point où on se trouve. Ça, c'est la divergence d'un vecteur. La divergence, c'est la baisse de l'ordre du tenseur de 1, donc on doit se retrouver avec un scalaire. Ce qui est le cas. Donc ça, en fait, ça, c'est un tenseur d'ordre 1. Et effectivement, à la fin, ce truc-là, c'est un scalaire. Donc je continue. Ça veut dire que ma divergence, maintenant que je reprends la définition que je viens de vous donner, c'est CIJ, une fois contracté, donc un D de U sur D de XJ par rapport à ici. Donc ça, je peux sortir en fait le CIJ qui lui n'est pas fonction des XI. Donc ça fait CIJ. Et je dérive. Alors je dérive mon produit, hein, donc ça va me faire la dérivée seconde de U par rapport à. J'ai mis des grands X, on va mettre des grands X par rapport à X1. Voilà, je développe. Non, je vous dis des bêtises, excusez-moi. J'en suis pas encore là. C'est CIG, D de XJ, D de X, D de grand XJ, plus normalement, je l'écris complètement, mais ça sert à rien, mais c'est juste pour vous montrer, il faudrait que je fasse ça aussi. Voilà. Mais il se trouve que ça ne dépend pas des X, donc ça c'est égal à 0. C'est pour ça que d'habitude on l'écrit pas. Et après, j'ai juste à développer en fait cette expression-là. Donc ça fait C11 D2U sur D2X1 carré plus C12 D2U sur D2X1 D2X2, j'aurais dû mettre des grands X, plus C21 D2U sur D2 grand X1 D2 grand X2, plus C22 de D2U sur D2 grand X2 carré. Voilà. Donc, conclusion, si je veux avoir ce qu'on nous demande, c'est-à-dire moins divergence de C fois le gradient de U qui doit être égal à moins 6 D2U sur D2X1 carré moins 4 D2U sur D2X2, eh bien, on doit avoir, eh bien, C11, ça doit être égal à 6, parce que c'est le terme, en fait, qui est là. Je vais y arriver. C'est le terme qui est là. Ça, c'est C qui est devant C1. Et ce terme-là aussi va m'être donné. C12 doit être égal à 0. Ça doit être aussi égal à C21. Et le dernier, C22, doit être égal à moins 4.
Non, pas à moins 4, pardon. J'ai un signe moins qui doit traîner quelque part, donc à plus 4. Tout à fait. À cause du signe moins qui est là. Donc, du coup, bien, ça me permet d'écrire que ma forme, effectivement, donc tensorielle de x, là, ou ma matrice, hein, puisque c'est pas forcément un tenseur. Il se trouve que, en réalité, dans la théorie de la conduction, c'est bien un tenseur. Et donc ça, c'est dans EI tensoriologie. Voilà. Donc ça, c'était la réponse à la première question. Avez-vous des questions? Je n'ai pas l'impression. Donc ça, c'était assez simple. Ensuite, on vous dit, alors ça, c'est une question de cours. Exprimez ce qu'est une condition de Neumann homogène sur tout le bord pour ce problème. Alors, je n'ai pas fait de petit dessin, mais votre domaine, il est carré. Voilà. Et donc, ce qu'on appelle le bord du domaine, c'est ce qu'il y a tout autour. En fait, c'est ce périmètre-là. Voilà, ça, c'est le bord de votre domaine. En général, on l'appelle gamma. Dans cette matière-là, il s'appelle plutôt gamma. Donc, on vous dit qu'est-ce que c'est qu'une condition? Ça, c'est ce que vous avez dans votre cours. Alors, le seul truc qu'on ne vous dit pas, c'est ce que c'est que Neumann homogène. Alors, c'est peut-être dit quelque part dans le cours. Un Neumann homogène, ça veut dire en fait que la fonction qu'on cherche, U, sur le bord, du coup, elle est égale à 0. C'est ce que ça veut dire en fait. Le homogène, ça veut dire égal à 0. Donc, du coup, si vous reprenez votre poly à la page 59, vous avez la réponse directe, puisque ça, c'est dans votre cours. Et donc, ce qu'on appelle une condition de Neumann, en fait, c'est il faut que C de x contracté au gradient de U de x. J'ai mis encore une petite barre en trop. Ça, c'est l'habitude d'écrire U comme étant un déplacement. Projeté sur N, qui est aussi dépendant de la position du point, ça doit être égal normalement à G de x pour une condition de Neumann classique. Et quand c'est homogène, G de x vaut 0, donc ça doit être égal à 0. Voilà. Donc, quel que soit x appartenant à gamma. Donc, la réponse à la question, c'était ça. OK. Ensuite, troisième question, donner la forme faible du problème avec la condition de Neumann homogène. OK. La forme faible, d'accord. OK. Donc, la forme forte, on va partir de la forme forte. C'est troisièmement. La forme forte, j'écris forte, ça ne va pas le faire. La forme forte, elle nous dit quoi? Elle nous dit trouver U, élément donc de notre L2 là, tel que moins divergence de C gradient de U doit être égal à F. OK. On multiplie par un V qui est élément de H1 sur oméga et on intègre. Donc ça, c'est classique quand on part de la forme forte. Alors, ça nous donne quoi? Ça va nous donner moins l'intégrale sur le domaine de la divergence de C gradient de U fois V dx doit... Alors, attention, ce que j'appelle dx, là, je n'ai pas précisé, mais x, en fait, c'est un vecteur. Je devrais mettre ça, en fait. C'est x1, x2. C'est le vecteur position. C'est l'incrément du vecteur position. Enfin, il le note comme ça dans votre énoncé. L'intégrale de oméga de f v dx. Voilà, ça c'est la relation 1. Sauf que là, le problème, c'est que si on fait ça, on va pas faire apparaître la condition de Neumann. Donc, je crois que, qu'est-ce qu'ils vous disent? Ouais, en fait, ils vous disent rien du tout. Donc, c'est à vous de savoir que là, il faut utiliser la formule de Green. Alors, la formule de Green, vous l'avez dans votre polycope. On
l'a vu à la fin des surfaces. Et on l'a vu en fait sur la page 36, c'est le paragraphe 2.6.2.4. Donc dans votre polycope, du coup, on vous dit que l'intégrale sur un domaine oméga, qui est un domaine surfacique, de la divergence de C gradient de F G dx, eh bien, est égal à l'intégrale sur la surface. Donc en fait, ce truc que j'ai appelé, dans la formule de Green, ce que j'ai appelé gamma ici, ça s'appelle d rho oméga. C'est un peu la même notation qu'on a en mécanique des solides. Eh bien, ça doit être égal à l'intégrale sur la surface de G, C, gradient de F fois la normale à la surface. dl, dl il est là, hein. C'est un tout petit élément ici de périmètre, moins l'intégrale sur le volume de C, gradient de F, gradient de G, dx. Donc du coup, si on applique la formule de Green, eh bien la relation 1 va devenir l'intégrale de oméga de C gradient de U gradient de V dx moins l'intégrale sur le domaine, sur le contour, pardon, de V C gradient de U N. Ouh là 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 là, je commence à mettre des trucs partout, ça va pas du tout ça. Gradient de U N dl moins, non, bah c'est fini, pardon, égale l'intégrale sur le volume de F V dx. Voilà. Donc ici, eh bien, j'obtiens ma forme faible et bah, la condition de Neumann, en fait, elle est là. Ça, c'est égal à 0 grâce à la condition de Neumann. C'est-à-dire que j'ai bien quelque chose qui est égal à 0 sur mon pourtour. Ça, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. C'est ce qu'il y a en fait juste au-dessus, ici, là. Du coup, ben, ma relation 1, elle va devenir tout simplement l'intégrale sur le volume de C gradient de U gradient de V dx égale l'intégrale sur oméga de F V dx. Si on pose A de UV égale l'intégrale sur oméga de C gradient de U gradient de V dx et L de V égale l'intégrale sur le contour d rho oméga, non, excusez-moi, sur le volume aussi, donc sur tout oméga de F V dx, eh bien, la forme faible, la voici, c'est trouver U élément de H1, tel que, quel que soit V élément de H1, il se trouve que c'est le même espace ici, on est A de UV égale L de V. Sauf que si vous voulez pouvoir utiliser l'acmilgramme et dire qu'il y a unicité, eh bien, forcément, vous êtes obligé de montrer que ce problème est elliptique. Donc, c'est le sujet de la question numéro 4. Est-ce que vous avez des questions? Monsieur, Oui. est-ce que c'est possible de faire une réexplication de cette question? Parce que je me suis perdue à partir du moment où vous avez expliqué, où vous avez utilisé la formule de Green. D'accord. Alors, la formule de Green, donc j'ai mise ici au milieu de l'écran, elle m'a servi à transformer, je vais te montrer, uniquement ce terme-là, celui-là.
Donc là, en fait, il suffit de faire la correspondance. C, bon, bah, il s'appelle aussi C dans la formule de Green, donc ça va bien. Le U, en fait, dans ma formule de Green, mon gradient de U, c'est gradient de F. Et la fonction test G, bah, elle s'appelle V dans ma formule, elle s'appelle G ici. Donc j'ai fait que ça. Ça va? Ok, merci. Bon, des fois, il en faut peu, en fait, hein, pour pouvoir se raccrocher, effectivement. Mais il en faut peu aussi, effectivement, pour décrocher sans le vouloir. Donc, du coup, ici, est-ce qu'il existe, en fait, un alpha strictement positif tel que A de UU soit supérieur ou égal à alpha fois norme de U selon la norme au carré pardon, de U selon H1, quel que soit U élément de H1. Donc, est-ce qu'on va trouver ça? Bah, en fait, non. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Et ça, c'est assez facile à montrer, pour une fois. Donc, on va appeler ça plutôt un contre-exemple. Hein, contre-exemple. Imaginez, vous prenez U égale K, et K, c'est un réel. Voilà. Donc, c'est une constante, en fait. Si vous faites le calcul de A de UU, donc ça va faire l'intégrale sur le volume de C fois gradient de U fois gradient de U. Donc, ça fait 0. Ça va jusque-là, ça va à peu près. À ce moment-là, A de UU égale 0. Vous êtes d'accord? Donc, si A de UU égale 0, eh bien, notre problème, il n'est pas elliptique. Il n'est pas elliptique parce que je ne trouverai jamais de réel alpha strictement positif tel que A de UU soit supérieur ou égal à alpha norme de U carré. Si dans le cas où en fait U égale 0, à ce moment-là, la norme H1 de U, c'est simplement au carré, c'est simplement K au carré. La dérivée étant nulle, donc ça fait simplement la norme de U. Voilà. Donc vous voyez que je ne trouverai jamais un réel, vu que c'est une constante, qui ne soit pas égal à 0 pour que ça fasse 0. C'est impossible. Donc du coup, en fait, mon problème n'est pas elliptique. Donc c'est pas mal, il faut aussi de temps en temps qu'on vous montre des choses qui ne marchent pas. Et donc là, bah, typiquement, on ne peut pas appliquer le théorème de l'axe Milgram, c'est pas possible. Alors par contre, on sait quand même, alors faites attention, hein, problème A n'est pas elliptique, c'est-à-dire, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de solution, hein. Ça veut dire qu'il n'y a pas de solution unique. J'insiste, hein, parce qu'il faut vraiment que ce soit très très clair pour vous. Quand vous avez un problème qui n'est pas elliptique, c'est que vous n'avez pas de solution unique. Alors, pourquoi est-ce qu'on est autant obnubilé en général en tant que mécanicien par les problèmes elliptiques, par les formes bilinéaires elliptiques? Bah, c'est simple, hein, c'est que, imaginez vous faites le calcul d'une structure, et si vous n'avez pas l'axe Milgram et l'ellipticité de A, eh bien, votre structure pourrait présenter plusieurs solutions dans son champ de déplacement. Et alors là, allez savoir laquelle va arriver dans la réalité physique, bah là, vous êtes drôlement mal. Donc, en fait, c'est vraiment très, très important pour un mécanicien que A soit elliptique. Il va toujours à chercher à se mettre dans des conditions où A est elliptique. Mais maintenant, si vous êtes plutôt dans la tête d'un matheux, ça vous fait pas peur et vous pouvez très bien dire, bah, ok, c'est pas grave, j'ai donc plusieurs solutions à mon problème de formulation faible. Donc, c'est le cas ici. Et donc ça, c'était la question petit a. Et la question petit b, on vous dit, qu'est-ce qu'on vous dit dans la question petit a? On vous dit, montrer que la condition suivante, ok, est nécessaire pour que des solutions existent. Alors, montrer que pour avoir au moins une solution, je traduis la question, hein, pour avoir au moins une solution, on va montrer, on va montrer
qu'on doit avoir, entre autres, hein, on doit avoir que l'intégrale sur oméga de f dx égale à 0. C'est ce qui est marqué. Ok, allons-y. Je vais juste boire un peu. Alors, excusez-moi, j'ai un petit temps du technique. Le vendredi après-midi, c'est assez terrible parce que je parle pendant 4 heures d'affilée et donc du coup, j'ai plus de voix. C'est pas grave, on essaye de continuer. Alors, cette chose-là, en fait, ce que je viens d'écrire là, c'est L de V. Hein. Vous pouvez l'écrire comme ça, c'est la même chose. Hein. Le fait que l'intégrale de f dx égale 0, bah, ça veut dire qu'en fait, quel que soit v, l'intégrale de f v dx est aussi égale à 0. Donc en fait, ce que ça veut dire, cette chose-là, eh bien, ça veut dire que ça vous entraîne que L de v doit être égal à 0. OK. Prenons, par exemple, un cas particulier, puisque ça, c'est quel que soit v, hein, mais prenons un cas particulier, par exemple, on va prendre v égale 1. Donc, c'est une constante, cette fonction, elle vaut 1. Alors, eh bien, je vais avoir... Toc, 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 je vais avoir quoi? Il y a un truc qui ne va pas là-dedans. Si. Alors, si je reprends, en fait, il faut que je vous remette ça comme il faut. Bougez pas, je remonte tout doucement. Voilà. Je vais reprendre, en fait, cette équation-là, que je vais appeler 2. C'est important que vous voyez bien d'où ça vient, ce que je vais raconter. Donc, je vais reprendre cette équation-là. Voilà. Et donc, si j'ai ce résultat-là, alors L de 1, sauf qu'elle est écrite à l'envers par rapport à l'équation, c'est pour ça que vous pourriez ne pas la retrouver. Ça doit être égal à gradient de U, gradient de V dx. Mais le problème, c'est que là, en fait, ce truc-là, si V égale 1, c'est égal à 0. Donc, L de 1 est égal à 0. Donc, du coup, si on a ça, eh bien, il existe U qui peut contenir. Bah oui, parce qu'en fait, je vais prendre A de U1, donc ça, je sais que ça c'est égal à 0, qui est égal à L de 1, et L de 1, bah, vu qu'en fait, quel que soit V, L de V égale 0, je sais que ça c'est vrai. Et si ça c'est vrai, ça veut dire que U est solution de mon problème. Donc, ça veut dire qu'effectivement, si j'ai l'intégrale de f dx qui est égale à 0, alors, eh bien, effectivement, je peux avoir une solution à mon problème. Alors, c'est peut-être pas la seule condition, hein, mais en tout cas, c'est une des conditions nécessaires pour avoir une solution à mon problème. OK. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder donc l'unicité. Alors, on sait que c'est pas unique, hein, mais ce qu'on aimerait savoir, c'est qu'est-ce qui se passe si on a deux solutions à ce problème. Alors, pour ça, eh bien, on va dire soit U1, une solution du problème. Alors attention, on est toujours dans le cas où on a cette condition. Hein. Donc, à ce moment-là, je peux écrire que A de U1 V égale L de V, quel que soit V. Si U2 est une autre solution,
alors je peux aussi écrire A de U2V égale LV, quel que soit V. Effectivement, je n'ai pas unicité, mais chacun des deux U peut très bien respecter cette égalité. Donc maintenant, si je prends 1 moins 2 ici, eh bien, je vais avoir A de U1 V moins A de U2 V qui va être égal à 0. LV moins LV, ça fait toujours 0. Donc, ça fait quel que soit V. On va noter oméga égale U1 moins U2. Donc, ça entraîne que A de U1, alors c'est pas ce que ça entraîne, pardon, excusez-moi, mais on a bien A de U1 moins U2 virgule V, ça c'est la linéarité de A qui nous permet d'écrire ça, est égal à 0. D'où avec la notation, on a A de W virgule V qui est égal à 0. Et ça, quel que soit V. Si cette chose-là, en fait, est vraie, quel que soit V, c'est aussi vrai pour V égale oméga. Donc, A de oméga oméga est aussi égal à 0. Maintenant, si vous regardez bien, qu'est-ce que c'est que A de oméga oméga? A de oméga oméga, c'est l'intégrale sur le domaine de C, gradient de oméga dx. Et ça, on dit c'est égal à 0. Bah, ça veut dire que le gradient, vu que C n'est pas égal à 0, ça veut dire que le gradient de oméga égale 0 presque partout. Donc, si le gradient de oméga est égal à 0 presque partout, ça veut dire que, si vous intégrez, oméga égale une constante. Donc, si vous reprenez maintenant ce que j'ai écrit là, ici, là, ça veut dire que oméga est une constante. Donc, traduit en clair, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai une solution, si U2, par exemple, est une solution, alors, eh bien, U1 est une solution aussi, avec U1 qui est égal à U2 plus oméga, avec ça qui est une constante. Donc ça veut dire qu'en fait, je vais obtenir en fait peut-être une multiplicité de solutions, mais elles seront toutes données finalement à une constante près. Ça sera la même solution à une constante près. Donc déjà là, c'est un petit peu plus sympathique parce que je n'ai pas unicité, mais par contre, toutes mes solutions seront la même à une constante près. Voilà. Alors ensuite, dans la dernière partie, donc dans la question 5, on vous dit, ben, vous refaites tout, mais cette fois-ci, vous considérez une condition limite de type Fourier-Robin qui va s'écrire C gradient de U n plus U égale à 0. Donc ça, c'est une condition de type Fourier-Robin. Donc c'est ce qu'on appelle les conditions mixtes. Et donc ça, bon, on ne va pas tout refaire, hein, ça ne sert à rien, mais globalement, ça veut dire que, alors ça c'est vrai sur le bord, hein, sur d rond oméga. Donc on ne va pas tout refaire, mais du coup, si vous reprenez donc la forme faible qu'on avait tout à l'heure, eh bien, le terme qui s'annulait grâce à la condition de Neumann, bah là, ne va plus s'annuler. Donc, la forme faible va devenir l'intégrale sur oméga de C gradient de U gradient de V, c'est pour ça que je ne refais pas tout, hein, moins bah, cette nouvelle condition là qui arrive,
c'est-à-dire V, C, gradient de U, N, dl, va être égal à l'intégrale sur oméga de F, V, dx. Donc ça, c'est ce qu'on avait. Et du coup, grâce à la condition donc, de Fourier-Robin, ça, je vais faire passer le U de l'autre côté pour obtenir le moins U ici. Et ça va devenir l'intégrale sur oméga de C gradient de U, gradient de V dx, plus l'intégrale de UV dx égale l'intégrale, pardon, sur le contour, égale l'intégrale sur le domaine de FV dx. Donc du coup, eh bien, ma nouvelle forme faible, donc mon terme LV, lui, n'a pas changé. Hein. Et par contre, mon terme qui s'appelle maintenant A de UV, voilà, eh bien lui, il a changé. C'est l'intégrale sur oméga de C gradient de V dx, plus l'intégrale sur le contour de UV dx. Donc du coup, eh bien, il faut recommencer, c'est-à-dire qu'il faut montrer la coercivité de A pour savoir si on va avoir unicité de la solution ou pas. Alors, il y a plusieurs façons de le faire. On peut passer par la démonstration habituelle, type ensuite en utilisant la relation de Poincaré, ensuite en factorisant par le minimum, etc. Mais ça, on l'a déjà fait. Donc du coup, ce qui est intéressant, c'est de vous montrer une autre façon de faire, qui est assez rapide, ce qui nous permettra de terminer quasiment à l'heure. Donc en fait, on dit que U1 et U2 sont deux solutions. On part de ça en fait. Vous allez voir, ça va assez vite. Donc du coup, c'est un peu comme tout à l'heure, c'est la même démarche. On a A de U1 V qui est égal à LV, et on a pareil A de U2 V qui est égal à LV, et ce, quel que soit V. Parce que ça respecte la formulation ferme. Donc du coup, bah, on fait tout pareil. Donc je saute les étapes parce que c'est vraiment tout la même chose. Hein. On a A de U1 moins U2 V égale 0. On pose oméga égale U1 moins U2. D'où A de oméga V égale 0, quel que soit V. Et donc du coup, ben, on a aussi A de oméga oméga qui doit être égal à 0. C'est normal que ce soit la même démarche, hein, puisque de toute façon, on est toujours dans le même principe. Mais par contre, la différence, c'est que là, on n'a pas le même A. C'est-à-dire que ce A-là, de A de oméga oméga, c'est l'intégrale sur le domaine de C gradient d'oméga fois le gradient d'oméga dx. Et ce qui change, c'est ça, plus l'intégrale d rond oméga, oméga carré dx. Donc le changement, il est là. Ce terme-là, il est forcément positif parce que c'est une forme positive. Ce terme-là est forcément positif. D'accord? Et ce truc-là, en fait, il est égal à 0. Voilà. Donc, pour l'instant, on n'est toujours pas elliptique. Hein, donc, c'est-à-dire qu'on a une multitude de solutions. Mais par contre, le fait de voir que tout ça, c'est égal à 0, eh bien, ça veut dire que le premier terme en fait, de cette intégrale qui est là, ça va vous donner que oméga, en fait, c'est une constante sur le domaine. D'accord? Et donc, parce que si c'est une constante sur le domaine, alors effectivement, automatiquement, ce truc-là ne va pas être supérieur ou égal à 0, mais égal à 0. Et donc, c'est parce que vous avez le 0 qui est là. Et autre chose, la deuxième intégrale, donc celle qui est là, eh bien, va vous indiquer que oméga égale 0 sur le contour. Donc, si on résume, on a un domaine. Sur tout le domaine, on a, excusez-moi, oméga qui est égal à 0. Pardon, égal à une constante, je vais y arriver. Et sur le pourtour, qui est bien sûr inclus dans le domaine, on a oméga égale 0. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que oméga égale 0 partout.
quand je dis partout, c'est partout, sur oméga, le grand oméga, et des ronds oméga, qui est la surface. Et souvenez-vous ce que c'est que oméga? C'est U1 moins U2. Donc, à ce stade-là, si c'est U1 moins U2 et que c'est égal forcément partout égal à 0, ça veut dire que U1 égale U2. Donc, il y a unicité de la solution. Donc là, sans être passé par la démonstration de type point carré, ce qu'on a déjà fait plein de fois, c'est une autre façon de montrer qu'il y a unicité de la solution. Et donc, c'est le fait de rajouter des conditions de Fourier-Robin sur la formulation forte qui nous permet effectivement d'obtenir cela. Voilà. J'aurais voulu être un petit peu moins long, je suis désolé, pour vous libérer un peu plus tôt un vendredi soir. Bon, j'ai 3 minutes de retard, donc j'espère que vous m'en voudrez pas trop. Et donc, on va conclure là-dessus. N'hésitez pas, si vous avez des questions sur la résolution des TD, donc vous allez avoir tout à disposition, mais vous pouvez m'écrire quand vous voulez. Vous avez juste à m'envoyer un PDF, si possible, c'est mieux qu'un JPEG. Méfiez-vous simplement de la taille en fait de votre PDF. Faites attention qu'il ne dépasse jamais 1 méga. Et moi, je peux directement vous montrer vos erreurs ou vous corriger ou vous aider à comprendre quelque chose mieux. Donc, vous pouvez m'interroger par mail quand vous voulez. Voilà. Donc, j'espère que ce TD s'est bien passé pour vous, que ça n'a pas été trop vite. Si vous avez des petites remarques, je suis tout à fait preneur.